Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette séance d'audition des opinions sur la préconsultation sur la révision de la réglementation d'urbanisme de la ville de Longueuil et de ses arrondissements. Je me nomme Bruno Bergeron et j'agis à titre de président de cette commission en tant que commissaire à l'Office de participation publique de Longueuil. Je suis appuyé dans mes travaux par Mme Marguerite Bourgeois, ici à ma droite, et M. Pierre Benoît, ici à ma gauche, qui sont également commissaires à l'Office, ainsi que par Mme Victoria Figueroa Tamayo, qui est agent de recherche à l'Office et qui agit à titre de secrétaire de la Commission. L'Office de participation publique de Longueuil est une organisation neutre et indépendante qui a pour mission d'organiser et de mettre en œuvre des démarches de participation publique sur le territoire de la ville de Longueuil. L'Office est au service de la population de Longueuil pour lui permettre de s'informer et d'exprimer ses opinions sur les enjeux qui les concernent. L'Office reçoit ses mandats du Conseil municipal et du Comité exécutif de la ville. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui relève d'un mandat octroyé par le Conseil municipal en janvier dernier et qui a donné comme mandat à l'Office de tenir des préconsultations sur la révision des règlements d'urbanisme de la ville de Longueuil et de ses arrondissements. Ces règlements devraient être soumis à la consultation publique à l'automne. Plusieurs activités ont déjà eu lieu. Le dossier documentaire est disponible sur le site Internet de l'Office depuis janvier dernier. Nous avons tenu 2 séances d'information les 19 et 22 février et une première audition des opinions le 18 mars, la semaine dernière. La documentation relative à ces séances ainsi que les vidéos, dont celle de ce soir, sont et seront disponibles dans le dossier documentaire de la Commission sur le site Internet de l'Office. Nous sommes réunis ce soir pour entendre les personnes qui se sont inscrites pour donner leur opinion. Nous entendrons plusieurs intervenants. Concernant le déroulement de la soirée, chaque intervenant dispose de 10 minutes pour présenter son opinion, après quoi la Commission se réserve 10 minutes pour échanger avec chacun des intervenants. Si des inexactitudes se glissaient dans les interventions, les représentants de la ville de Longueuil qui sont dans la salle pour vous entendre pourront user d'un droit de rectification le cas échéant. C'est la Commission qui offre ce droit à la ville. Mais il n'y a pas de débat entre la ville et les présentateurs aujourd'hui. La Commission tient à ce que le climat des échanges demeure serein, les propos malveillants ou les interventions portant atteinte aux droits fondamentaux ou encore à la réputation des personnes ne sont pas acceptés ni tolérés. L'Office a développé une charte d'engagement qui explique les comportements encouragés et cette charte est disponible sur le site de l'Office. À la suite des séances d'audition des opinions, la Commission procédera à l'analyse des opinions et de l'information qui lui a été transmise et elle en fera un rapport et formulera des recommandations au Conseil municipal. Je rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative, les décisions finales appartenant aux élus municipaux. J'appellerai donc le premier intervenant. Ce soir, nous accueillons Monsieur Valade-Renaud, Monsieur Renaud-Valade, excusez-moi, ainsi que Monsieur Charles Bennett. Bonsoir. Bonjour. Est-ce que vous avez une télécommande qui est à votre disposition pour une présentation? Vous avez une présentation? Donc, bonjour, Madame, Messieurs les commissaires. Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de venir présenter notre opinion là, en prévision de la refonte des règlements d'urbanisme. Charles Bennett, je suis urbaniste et vice-président chez Fayet Associés. Je suis accompagné de Renaud Valade, qui est urbaniste et chargé de projet dans notre équipe. Aujourd'hui, on représente mandaté par les immeubles HS, qui est une compagnie qui gère
et des immeubles résidentiels, résidences personnes âgées et commerciaux un peu partout dans l'Est du Canada et aux États-Unis. Dans ce cas-ci, on représente pour une propriété sur le boulevard Taschereau. Nous, Fahey Associés, on est une firme d'urbanisme, design urbain et d'architecture de paysage. On œuvre depuis 25 ans en accompagnement auprès des promoteurs, développeurs immobiliers pour différentes propriétés commerciales, résidentielles et autres. Principalement dans le Grand Montréal, on a une expertise là, dans la requalification des sites, là, puis aller chercher le plein potentiel de développement des terrains. Donc, comme je disais, les immeubles HS sont propriétaires de la place Greenfield Park, qui est sur le boulevard Taschereau, dans l'arrondissement Greenfield Park, là, en plein centre. On a un locataire Maxi, Dollarama, Bureau en gros, là, puis c'est où il y a le cinéma Gouzeau pour vous mettre dans le contexte. Il y a une opportunité puis un désir d'éventuellement redévelopper la propriété par phase. Donc, c'est une occasion pour les immeubles HS puis la propriété là, de participer là, à la réponse à certains enjeux contemporains, tels que la crise de logement, la crise climatique, là, et aussi le financement requis là, pour la revitalisation du boulevard, là, puis le redéveloppement des propriétés. Donc, ici, on vous présente l'objectif de notre mémoire ou de notre opinion, là, c'est de voir à favoriser dans la nouvelle réglementation là, une densification des terrains aux abords du boulevard Taschereau là, pour véritablement aller chercher le plein potentiel là, de ce secteur-là là, pour la ville de Longueuil, là, puis aussi la grande région métropolitaine. Oui, donc, on s'aperçoit que la propriété est visée par plusieurs exercices de planification structurants qui sont en cours, entre autres la nouvelle stratégie de densification de la CMM. La CMM entend concentrer la densification à l'intérieur des secteurs qui ont une bonne desserte en transport collectif dans les prochaines décennies, et le corridor Taschereau, il fait partie de ces secteurs-là. Notre propriété, la place Greenfield Park, en fait, c'est un espace stratégique de redéveloppement. Il y en a plusieurs sur le boulevard Taschereau, puis ça, c'est des espaces qui ont le potentiel d'acquérir d'une plus grande densité de par leur forme urbaine actuelle. C'est souvent des grandes superficies commerciales avec des vastes espaces de stationnement qui permettent une modulation de la densité. Également, un autre exercice de planification structurant sur le boulevard Taschereau, c'est bien évidemment le mode de transport collectif qui va venir, qui va connecter le métro Longueuil avec le REM de Brossard. Et on voit aussi que ces deux pôles-là sont visés par une nouvelle planification. Ces deux centres-villes-là sont visés par de la densification intelligente. Donc, il y aura de la nouvelle densité résidentielle, de la mixité des fonctions. Il y aura la promotion de la mobilité durable dans ces quartiers-là. Donc, c'est vraiment sous des nouveaux principes que ces pôles-là vont être générés. Et on voit qu'il y a matière à réflexion avec les nouveaux seuils de densité, le mode de transport structurant, puis les planifications de ces pôles-là. Ah, c'est quoi la meilleure utilisation qu'on pourrait faire du boulevard Taschereau dans les prochaines décennies? Le boulevard Taschereau, pour l'instant, on le sait, c'est souvent des vastes espaces commerciaux de faible densité, des grands espaces de stationnement. Mais en dépit de ça, on voit qu'il y a quand même un bon potentiel de revitalisation. Donc, entre autres, pour la place Greenfield Park, on voit que c'est une très grande superficie disponible. On a 10 hectares et il y a environ 200 mètres qui séparent les milieux de vie résidentiels existants du boulevard Taschereau. Cet espace-là, ça permet notamment de moduler la densité à même le site pour avoir une bonne densification. Également, l'emprise du boulevard Taschereau, qui est d'environ 57 mètres, c'est une très grande emprise, c'est considérable comme largeur, mais ça permet aussi d'avoir des hauteurs plus conséquentes avec le boulevard pour favoriser un bon encadrement de ce boulevard-là. Donc, le site permet une bonne densification au final. Merci. Je vous interromps, mais je n'ai juste pas compris le mot. Dans votre dernière phrase, vous dites que ça permet de... Dans le fond, l'emprise du boulevard Taschereau est assez large pour permettre certaines hauteurs plus grandes pour bien l'encadrer, en fait. Merci. Puis comme Renaud l'a dit, la superficie de ces terrains-là permet vraiment une gradation des hauteurs puis une intégration au contexte existant. On est conscient qu'aux abords de ces propriétés-là, il y a des quartiers résidentiels de basse densité qui sont actuellement en place puis qu'on veut rester en place.
Il y a 2 exemples qu'on vous présente là, de modèles de redensification de secteurs. Un à Washington, l'autre dans la région de Vancouver. Dans les 2 cas, c'est des modèles qui ont été faits en fonction du contexte existant. On sait que le contexte de Longueuil, c'est propre à lui. Sauf que dans les intentions et les façons de faire, on doit s'inspirer de ceux-ci. Puis je pense que la réglementation d'urbanisme qui s'en vient à Longueuil a l'opportunité d'intégrer certains des éléments qui ont été mis en place. Donc, à Arlington, ça a débuté dans les années 70. À l'époque, c'était comme le boulevard Taschereau aujourd'hui, des grands boulevards avec des grands espaces commerciaux de basse densité, avec des grandes surfaces de stationnement. À l'époque, il y avait une planification pour amener le métro, implanter le métro. Puis, les élus et l'administration municipale de cette époque ont mis en place une planification qui favorisait la redensification en concentrant la densification aux abords du boulevard Taschereau, puis en proposant une gradation des hauteurs là, plus rapide vers les quartiers existants. Aujourd'hui, c'est l'image de droite. C'est sûr, c'est un projet qui a été construit dans les années 80, 90, 2000. Mais on remarque la densité qui est proposée. Depuis 1996 jusqu'au début des années 2010, c'est 45 000 nouveaux résidents qui sont implantés dans ce secteur-là. C'est une baisse de 25 de l'utilisation de l'automobile. Puis, c'est 33 des revenus de taxes dans le comté pour 8 des terrains du comté. Donc, en termes de participation, l'augmentation du nombre de logements, la réduction de l'utilisation sur l'eau puis des gaz à effet de serre, puis en termes de financement d'équipements publics et d'infrastructures, c'est trois éléments positifs là, pour le redéveloppement de ce secteur-là. Puis à Burnaby, c'est une planification qui a débuté fin des années 90, début 2000, avec l'identification de 4 pôles centraux où la ville a clairement décidé de concentrer la densification de son territoire. C'est des espaces où il y avait, encore une fois, des grands sites commerciaux industriels qui permettaient ou qui devaient être revitalisés avec des grands espaces. Puis la ville a mis en place des règlements pour assurer la densification de ces territoires-là. C'est vraiment une collaboration promoteur-ville pour planifier ces espaces-là qui se déroulent sur plusieurs années, mais qui permet à terme de redévelopper, là, à gauche, sur l'image, vous avez là, un centre commercial avec des espaces de stationnement en quartier complet, grande tour résidentielle, diversification des usages. Ce qui est intéressant avec ce cas-là, c'est que la Ville de Burnaby a mis en place un zonage incitatif ou bonus zoning où il y a un échange entre le promoteur et la Ville afin d'intégrer des équipements publics ou des espaces qui vont être au bénéfice de la collectivité. On parle parc, centre culturel, centre pour les femmes, plusieurs éléments. En contrepartie, par contre, il y a l'opportunité pour le promoteur d'aller chercher une densification, une hauteur supplémentaire qui lui permet de compenser la perte d'espace qui est faite lorsqu'il cède des équipements publics ou des espaces publics ou il réaménage le domaine public. Donc, à la fin, c'est un échange qui est gagnant-gagnant parce que la Ville peut répondre aux besoins de ses citoyens, puis le promoteur peut tout de même atteindre ses objectifs financiers là, dans la planification de son projet. Donc, au niveau des recommandations qu'on a sur le cadre réglementaire à venir, en ce moment, la propriété de la place de Greenfield Park, c'est des paramètres orientés vers des usages commerciaux orientés vers les automobilistes. Donc, nous, on promouvoit un nouveau paradigme pour ces milieux-là qui vont aborder Taschereau avec le nouveau mode de transport structurant, les nouveaux seuils de densité de la CMM et tout ça. Donc, dans les paramètres souhaités, nous, c'est sûr que ça va être de premièrement autoriser l'usage résidentiel pour cette propriété-là, mais de vraiment ouvrir la flexibilité à la mixité des fonctions pour des secteurs de milieu de vie complet. Donc, vraiment aller dans ces eaux-là. En termes de hauteur, on considère qu'il y a vraiment le potentiel pour moduler la densité, donc assurer une intégration harmonieuse d'une certaine densité avec les milieux de vie résidentiels existants par une gradation de la densité. Donc, techniquement, la propriété pourrait accueillir un encadrement sur le boulevard Taschereau allant jusqu'à 35, voire 40 étages. Au niveau en termes de COS, également là, on promouvoit aussi peut-être une gradation de la densité, donc ne peut-être pas aller en bas d'un coefficient d'occupation du sol en bas de 5 en bordure du boulevard Taschereau et peut-être favoriser de le diminuer graduellement de plus en plus qu'on se rapproche des milieux de vie qui sont existants. Excusez-moi, une question. Les paramètres dont vous nous parlez,
paramètres existants, est-ce que c'est tiré du zonage ou si ça reflète les affectations du plan d'urbanisme? Oui, les paramètres existants, c'est ceux qui sont issus du zonage pour la place Greenfield Park présentement. Donc, en ce moment, c'est des usages commerciaux qui sont autorisés, dont certains sont liés à l'automobile. Minimum 1 étage, maximum 5 étages, puis 2 pour les commerces de gros. Pour vous dire qu'on ne peut pas aller plus haut que 2 à 5 étages sur ce site-là. On peut seulement faire des commerces orientés vers la desserte régionale surtout. Donc, c'est un paradigme qui est orienté vers le modèle du boulevard Taschereau. Il y a de cela près de 50, 60, 70 ans. Puis là, c'est le fait d'aller vers un nouveau modèle d'aménagement qui regarde vraiment sur le futur. Là. Et dans le plan d'urbanisme qui a été adopté il y a 2 ans, à ma connaissance, est-ce que dans le plan d'affectation des sols, par exemple, est-ce que ça reflète le zonage ou est-ce qu'il y a concordance entre le zonage? Concordance au plan d'urbanisme. Pour ce qui est des usages, oui. Pour la densité hauteur, il faudrait qu'on valide. Dans le mémoire, on va le préciser. Mais il y a une orientation comme quoi c'est un secteur stratégique et qu'il y a une planification plus poussée qui doit être mise en place là, par la Ville pour ce secteur-là. Vous avez pris connaissance du règlement, du document complémentaire au plan d'urbanisme qui donne les hauteurs pour chacune des sous-zones qui devront être imposées? Oui. Nous, dans le mémoire qu'on vous soumettra là, d'ici la fin de la semaine, on a des intentions de modification du plan d'urbanisme, notamment pour intégrer des paramètres pour le zonage incitatif là, qui doivent se retrouver dans le plan d'urbanisme pour pouvoir être intégrés au règlement de zonage. On comprend qu'on va disons, plus loin que la simple refonte, mais on veut l'amener dans la réflexion maintenant parce qu'on pense que c'est une réflexion qui doit se dérouler sur plusieurs mois, qui ne peut pas arriver. D'accord. Pour ma compréhension, donc les paramètres souhaités en termes d'usage, est-ce que ça, dans le plan d'urbanisme, c'est prévu? Oui, OK. Il y a uniquement la densité qui est, que vous souhaitez re-questionner. Oui. OK. Merci. Oui. Est-ce que j'ai bien compris que vous alliez fournir un document complémentaire? Oui, on va soumettre un document écrit aussi. Si on a jusqu'au 28 mars. Oui. Est-ce que vous êtes dans les délais? Oui, ou oui. Vous demandez une extension? On ne demande pas d'extension. On est dans les délais. OK. Je vois je vois dans votre dessin, évidemment, que vous visez surtout le terrain qui vous préoccupe, qui vous appartient. Est-ce que vous pouvez nous signaler, le cas échéant, s'il y a des conséquences ou comment ça peut se répercuter sur les terrains avoisinants? Parce qu'évidemment, bon, le zonage, la réglementation ne visera pas que votre terrain. Alors, est-ce que vous avez eu des réflexions à savoir s'il y avait soit des aménagements ou des exceptions à prévoir ou quoi que ce soit pour les autres bouts de terrain là, dans le secteur, disons, pertinent? Dans les faits, les intentions qui nous sont présentées ici, c'est oui, on représente Place Greenfield Park, c'est l'objectif. Étant donné qu'on n'a pas le règlement d'urbanisme pour valider toutes les normes qui vont être ou dispositions qui vont être en place, les intentions qui sont là pourraient être percolées sur l'ensemble des propriétés qui longent le boulevard Taschereau, à Greenfield Park puis à Saint-Hubert. Ce qu'on vous présente, en fait, c'est que le boulevard Taschereau, si on veut réussir sa revitalisation, il faut mettre en place des dispositions de densification qui vont permettre la rentabilisation des projets, le financement requis pour les infrastructures, mais aussi de permettre d'étaler la densité en cohérence des quartiers existants. Donc, offrir la flexibilité aux promoteurs de planifier des projets pour avoir une densité plus élevée le long du boulevard Taschereau, puis pouvoir descendre graduellement, mais rapidement, vers les quartiers existants. Ce qu'on vous dit, c'est que ça peut, ce qui est présenté là comme intention, peut et devrait être partagé avec tous les terrains le long du boulevard Taschereau, là, évidemment. Là. OK, c'est plus long. Et maintenant, ma dernière question, vous avez évoqué les marges entre le boulevard Taschereau, qui est assez large. Vous avez indirectement évoqué les marges de recul, les espaces de densification. Ce qui m'a échappé dans votre présentation, c'était pour les édifices en hauteur que vous envisagez sur Taschereau à ce moment-là, par rapport à la marge de recul actuelle ou aux espaces de stationnement. Vous voyez ça comment? En fait, on redévelopperait sur les espaces de stationnement.
Pour ce qui est de la marge spécifique, mais à la prochaine consultation, une fois qu'on aura la grille des usages, là, ça va être plus facile de se prononcer. Mais dans les faits, oui, les marges devraient être cohérentes avec la hauteur qui est présentée. Dans l'image qui est présentée à l'écran, toutefois, ce qu'on dit, c'est que l'emprise et la dimension de l'emprise du boulevard Taschereau permettent d'avoir des hauteurs, étant donné qu'il y a un grand dégagement de part et d'autre et plusieurs voies de circulation. Puis si on veut revitaliser puis créer un environnement à échelle humaine au niveau piéton, on pense qu'une hauteur puis un encadrement urbain en hauteur, comme on voit à Montréal, disons, le long du boulevard René-Lévesque, ou ailleurs dans les exemples que je vous ai présentés, c'est la direction que la Ville devrait prendre. Donc, vous ne voyez pas de changement à l'emprise de Taschereau, mais des devantures vont être de beaucoup rapprochées. Oui, pas nécessairement de changement à l'emprise. Dans ce cas-ci, on parle plutôt des terrains existants puis comment on peut les redévelopper en cohérence avec l'emprise actuelle. Okay. Merci. Si vous me permettez, vous nous avez parlé de l'exemple de Blum-Lagui, puis quand vous l'avez présenté, vous avez dit, ou j'ai entendu qu'ils avaient une réglementation particulière. Oui. Est-ce que vous alliez nous en parler dans votre document de cette réglementation particulière? Oui, on va vous en parler. On n'ira pas trop dans le détail parce qu'on est limité dans le nombre de pages. On veut que dans le livre. Mais si vous nous en parlez, c'est correct. Ça dit que c'est oui, c'est clair qu'on va en parler. On va mettre les références vers le règlement en question. Ici, là, sur la diapositive que vous voyez à l'écran, c'est une liste des éléments là, qui sont inclus dans le zonage incitatif pour permettre aux promoteurs de construire ou mettre en place là, des équipements qui sont pour la collectivité. Là. En contrepartie, il y a une hausse de la densité qui est autorisée, là, tout dépendant du type de projet. Dans votre document, j'ai vu que vous demandiez un certain normatif là, qui est assez général. Je pense que le projet lui-même va dépasser le normatif parce que c'est plus la morphologie que vous allez proposer qui va permettre à la Ville d'apprécier votre projet plus que le normatif. Là. Mais dans votre document, vous nous dites que vous souhaitez une réglementation simple et claire plutôt que l'utilisation du discrétionnaire. En fait, oui, on veut une réglementation simple et claire pour les promoteurs pour planifier correctement leur développement, d'avoir des dispositions de densité, hauteur, usage, marge, etc., très claires. Puis c'est pour ça que le zonage incitatif aussi est un outil qui permet de planifier en conséquence. Ce qui n'empêche pas d'avoir des règlements discrétionnaires qui viennent encadrer la volumétrie, l'architecture, l'implantation, etc. Le danger, par contre, puis je pense qu'à Longueuil, c'est un exemple, là, où trop de critères ou trop d'objectifs font en sorte que c'est long et complexe d'analyser les projets, puis aussi pour le promoteur ou le développeur là, de planifier en conséquence. Idem pour les professionnels tels que les architectes ou les urbanistes. Là. Donc, ce n'est pas de retirer le discrétionnaire, c'est plutôt de le simplifier puis s'assurer que les objectifs soient clairs puis que les critères ne soient pas en quantité, disons, trop importante. C'est des processus d'approbation fluide, tant pour la Ville que pour les promoteurs professionnels concernés. Au plan de la gestion des eaux pluviales, on n'apporte pas beaucoup l'environnement, on va essayer d'abuser de vous. Je ne sais pas si vous allez nous en parler, mais un projet comme celui-là où on requalifie un secteur dans un secteur existant, naturellement que ça pose des problèmes d'ordre technique, c'est-à-dire justement la décontamination, ensuite de ça. Puis, quand vous proposez, par exemple, un certain type de réglementation où vous voulez, moi j'aime bien votre exemple là, que vous donnez sur la modulation des hauteurs pour se reconnecter avec le quartier existant qui est dans ce cas-ci qui est à l'arrière. Mais il y a aussi toute la question des espaces verts et de la gestion des eaux pluviales. Vous abordez ça comment dans un dossier comme celui-là? Mais on ne va pas dans le fin détail des intentions. Juste sur le principe, là, je parle aux urbanistes qui sont là. Bien, dans les faits, le zonage incitatif, j'y reviens. Là, je vous donne un exemple. Là. Actuellement, un projet sera développé à créer des lots. Il doit donner 10 en parc ou en espace parc. Peut-être que, considérant l'enjeu de la gestion des eaux, il y a une opportunité d'offrir plus d'espace vert pour mieux gérer les eaux. Donc, aller chercher 5-10 supplémentaires pour un 20 Puis là, c'est un exemple là, hypothétique.
bien, ce 5-10 supplémentaire-là en espace qui est cédé pour s'assurer qu'on a une gestion des eaux qui est innovante puis qui dépasse les normes habituelles qu'on voit, bien, en contrepartie, le développeur pourra avoir l'autorisation d'aller au-delà de la réglementation de base pour aller récupérer la superficie qui est perdue de 5 à 10 de terrain qui a dû céder ou offrir en tant qu'espace de gestion durable des eaux, là. Donc, dans ce cas-ci, le zonage incitatif, puis là, on parle des eaux, mais ça peut être d'autres éléments reliés aux innovations environnementales qui peuvent être intégrés là, à la réglementation du zonage incitatif là, pour justement favoriser des projets qui sont plus innovants, mais en contrepartie, ce qu'on dit, c'est que le promoteur doit avoir un certain gain ou une assurance qu'il va pouvoir aller récupérer les superficies perdues en terrain. Parce qu'à la fin, la personne qui va payer, c'est toujours le résident ou le locataire ou le propriétaire, là. Puis ça, c'est la loi du marché là, qui est faite comme ça. J'aurais une autre question. Lors des soirées d'information, il y a des citoyens qui ont abordé la question des îlots de chaleur. Dans la gestion des îlots de chaleur, est-ce qu'on ne traite que des toitures ou si on doit traiter aussi les revêtements extérieurs des bâtiments? Je pense que les bâtiments où je suis je ne suis pas architecte, là, je ne peux pas mais je pense que les bâtiments où je suis sont construits de façon durable, là, le plus possible. Il y a certaines certifications qui peuvent aller chercher, puis encore une fois, bien, si on exige aux promoteurs d'aller chercher des certifications supplémentaires, bien, il faut voir qu'est-ce qui peut être offert en compensation ou plutôt comment on peut faire des échanges là, pour s'assurer que c'est des projets qui répondent aux attentes de la Ville, mais aussi qui permettent aux développeurs promoteurs là, de rentabiliser leurs investissements. Puis c'est pareil pour la Ville. La Ville va avoir des investissements importants à faire sur le boulevard Taschereau, notamment pour les infrastructures. Mais là, il y a l'occasion de travailler avec les promoteurs pour trouver des solutions gagnant-gagnant. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, j'ai une autre question. Tu as d'autres questions? Tu as d'autres questions? Oui. Vas-y. Je veux faire suite aux questions que je posais tantôt, à savoir si vous voyez que ce que vous préconisez, ça s'appliquerait à l'ensemble du boulevard Taschereau. Et je regarde également votre acétate là, sur l'exemple d'Arlington, que je trouve assez intéressant au niveau de l'approche des bullseye. Et je fais également le lien avec votre autre diapositive, l'opportunité de revitalisation, où est-ce que vous montrez le centre-ville de Brossard, le centre-ville de Longueuil, puis votre, peut-être pas un TOD, mais mettons que ça commence à ressembler à un TOD, dans le centre. Alors, je veux juste savoir, c'est que, est-ce que vous êtes quand vous répondez à ma première question, puis vous dites, bien, ce serait un peu pareil, je vois une approche chapelet. Quand je vois ça, je vois une approche bullseye. Pouvez-vous me parler de ça? Ça va être ta dernière question parce qu'on a dépassé les 10 minutes. Dans les faits, l'approche bullseye, à l'époque, c'est parce qu'il y avait la planification du métro en même temps. Donc, les stations étaient localisées. Ils ont concentré la densification autour des stations. Ici, on est à un point où il y a une voie réservée pour autobus. Il y a une intention d'avoir le transport collectif structurant sur le boulevard Taschereau. Est-ce que l'approche bullseye spécifique est la bonne actuellement, considérant qu'on n'a pas le transport collectif structurant? Puis je ne pense pas que le but, c'est d'attendre le transport collectif, mais plus que le développement participe à l'attrait ou à l'intention future d'avoir le transport collectif structurant. Mais je pense que Arlington le présente aussi. Tu peux peut-être représenter la diapo. Malgré les bullseyes, on regarde le projet, puis il y a de la densification, de la densité qui s'est implantée tout le long là, des corridors de transport, là. Donc, le Taschereau, ça peut être la même intention. Est-ce que c'est des bullseyes? Est-ce que c'est un axe structurant tout le long? Je pense que la Ville est la mieux placée là, pour planifier en conséquence. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une opportunité avec le type de propriété qui est là actuellement, puis les superficies qui sont disponibles là, pour permettre du redéveloppement de haute densité. Mais vous ne demandez pas d'être désigné bullseye? On demande d'être désigné haute densité intelligente. Il va nous rester une dernière question par mon collègue ici, Pierre. Oui, je voudrais juste revenir sur la notion ou la différence que vous faites entre le normatif et le discrétionnaire. Là, si je comprends bien, vous dites que vous souhaitez des règlements normatifs essentiellement pour accélérer l'approbation des
des projets et l'obtention des permis, mais vous souhaitez également avoir la possibilité de négocier la densité, les aménagements. Mais oui, mais ce qu'on suggère en termes de zonage incitatif, c'est que ce soit intégré au règlement d'urbanisme, puis que ce soit clair le type d'échange qui peut être fait pour aller chercher de la densité supplémentaire. C'est justement d'éviter d'aller dans le discrétionnaire, mais plutôt d'offrir tout de suite l'opportunité. Donc, quand on est au niveau de la planification du redéveloppement, bien, on peut planifier en conséquence, sachant qu'il y a une opportunité d'aller chercher plus de densité s'il y a une cession de terrain supplémentaire, l'intégration d'un équipement collectif à même le projet, centre culturel, piscine ou autre. Donc, des incitatifs qui seraient définis dans le règlement, qui seraient normés et non pas négociés. C'est bien ça? Non. OK. Un peu comme le modèle de Burnaby, justement, eux, ils ont adopté un règlement municipal un peu sous le même principe des nouveaux pouvoirs issus du projet de loi 16 du gouvernement. Dans le fond, ils ont vraiment listé tout ce qui est possible dans le cadre d'un échange de densité pour un promoteur. Donc, tout est cadré à l'avance, puis tout le modèle d'approbation aussi est cadré. Donc, Rien n'empêche qu'il y a toujours des négociations, puis l'équipement collectif ou le besoin va être déterminé par la Ville, mais il y a une planification qui peut se faire au préalable par le promoteur de dire, OK, si c'est tant de superficie à céder, mais je peux planifier sachant que je peux aller rechercher ou regagner ma superficie perdue ailleurs sur mon site. Alors, Merci. Il me reste à vous remercier, puis on va attendre votre document cette semaine. Merci à vous pour l'écoute, les questions. D'accord, non, ça va aller. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci. Je ne sais pas si les représentants de la Ville veulent utiliser leur droit de rectification. Non. Merci beaucoup. Alors, la commission appellerait M. Michel Perron. Bonsoir, M. Perron. Rebonsoir. J'ai tous rencontré, je pense, avant. C'était la première fois que je suis allé. J'ai été obligé de quitter rapidement, donc je n'ai pas pu y rester jusqu'à la fin. Mon nom est Michel Perron. J'habite sur la rue Ovillamel à Saint-Hubert depuis 33 ans. On a eu des problèmes d'urbanisme avec le fameux boulevard Moïse-Vincent qui traverse le Boisé, qui allait jusqu'au 10-30, finalement, où est-ce que, avec le BAP et les choses, c'est sûr que ça ne sera pas construit. Sauf que notre rue à nous est devenue une voie de contournement. Depuis, je pense, presque 20 ans, on a la première demande qu'on avait faite en 2019 même. On avait avisé la Ville, puis il y avait la promesse qu'on ferait quelque chose. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. C'est sûr qu'on est quand même limité aussi. Le parc était terminé, puis tout s'est fait. Sauf qu'on a des problèmes de circulation sur notre rue encore. Et il y a même les poids lourds aussi qui circulent. Ah oui. On a au moins demandé, finalement, il y a eu un panneau qui a été installé pour la circulation locale seulement, livraison locale seulement. Livraison locale, on a 4 versions de ce panneau-là. Je parle à la police, à la Ville, à la conseillère municipale. Tout le monde a sa version des faits. C'est pas la même chose. Moi, je suis un ancien superviseur de route, de compagnie de transport. Je suis un conducteur de camion. Je connais un petit peu le domaine. Mais on parle d'un quartier résidentiel et la fameuse école est finalement construite. Donc, la circulation va passer directement devant l'école, ce qu'il faut présentement. C'est comme une cuvette qu'on appelle, nous. Pierre-Thomas-Hurtaud, ça va être, les gens vont aller à gauche ou à droite. À gauche, c'est l'école, puis à droite, on retourne vers le boulevard Cousineau. Là, je vous dis ça de mémoire. Si j'aurais eu le temps, j'aurais préparé moi aussi une belle présentation. Non, mais comment ça nomme la rue devant l'école? C'est la rue? Devant l'école, ça va être le boulevard Pierre-Thomas-Hurtaud. C'est l'école des Jonquilles, ça s'appelle, la nouvelle école. Vous avez prononcé le nom de la rue rapidement, je n'ai pas compris. La rue devant l'école. Ah, ça va être le boulevard Pierre-Thomas-Hurtaud. C'est au coin de Pierre-Thomas-Hurtaud. Oui, Pierre-Thomas-Hurtaud. Puis officiellement, c'est là, l'entrée, puis la rue des Jonquilles qui est juste sur le coin.
J'ai demandé. Vous êtes là depuis plusieurs années. Oui. Le terrain où on construit l'école actuellement, est-ce que c'était un terrain qui était prévu pour installer une école? Oui, nous, quand on est arrivé il y a 30 ans, l'école était supposée d'être construite. Ça a toujours resté un terrain vague associé avec un parc qu'il y avait au fond. Finalement, il y a une garderie qui a été construite. Et là, c'est l'été passé là, que ça a commencé, la construction. OK. Ma fille était supposée aller à l'école proche de chez nous, mais maintenant, elle a fini son cégep. Mais tout ça pour vous dire finalement que l'espèce d'inquiétude qu'on a eue pendant toutes ces années-là, et on savait que l'école s'en venait, j'ai eu une réponse de la Ville comme quoi qu'on va sécuriser le corridor. Moi, j'ai dit que c'est d'expérience, il y a au moins 5 ans qu'il aurait fallu le faire pour habituer la population à circuler de la bonne façon. Il n'y a aucune voie de contournement qui va pouvoir se faire là, autre que de faire ça. On a déjà des panneaux de signalisation, mais ils ne sont pas respectés. Même chose pour la vitesse. Il faut travailler là-dessus. Donc, cette rue-là, comme vous avez parlé, c'est-à-dire que, compte tenu que le boulevard Jean-Paul Vincent ne se construira pas, celui qui venait de Brossard. Jean-Paul Vincent. Pas Vincent, comment vous l'appelez, votre boulevard? Pierre-Thomas Hurtaud. Non, celui qui devait se construire. Celui qui devait se construire, vous dites qu'il Ah, se construira Moïse pas. Vincent. Moïse Vincent, c'était une route, presque une voie de service, finalement, de l'autoroute 30, qui partait de Saint-Bruno, qui allait jusqu'à Brossard, là, finalement. Donc ça ne se construira pas. Non. Donc c'est pour ça que maintenant, il y a comme cette rue-là Ah ouais. qui traverse, disons, tout le secteur, puis qui vient rejoindre la 132, là. C'est exact. Et puis, donc, c'est comme un problème. Ça a toujours été un problème. On a toujours, à chaque administration de la Ville, on en a discuté. Tout le monde avait des propositions peut-être à faire, mais on n'a jamais réussi à avoir un... Là, il y a un corridor qui a été installé pour les piétons. Oui. Donc, ils ont enlevé le stationnement complet sur un côté de la rue. J'avoue que c'est pas l'idéal, puis il n'y a pas de piétons. C'est devenu une rue tellement passante qu'il n'y a plus de piétons. Les gens passent tous par les petites rues secondaires. Puis, il n'y a même pas de piste cyclable non plus. Ça serait supposé de devenir une rue partagée, comme on appelle. À date, il n'y a jamais eu d'accident, mais c'est plus la vitesse. La qualité de vie aussi. Il n'y a plus personne devant les maisons. Tout le monde a des thermopompes parce qu'on ne peut pas tenir nos fenêtres ouvertes. La nuit, ça circule. Le jour, c'est impensable. Il y a un monsieur près de chez moi qui fait du télétravail. Il ne peut pas travailler de la maison parce qu'il y a trop de bruit. Je suis obligé de faire installer des fenêtres à triple vitrage pour le bruit. Au cours des années, ça a beaucoup augmenté. Mais à partir du moment où il y a l'école, généralement, c'est une école primaire. Donc, ils vont faire des corridors piétons pour les enfants. Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas entendu parler à l'effet que... Oui, ils ont déjà instauré un corridor, là, une espèce un côté de la rue, ils ont mis une ligne, ils ont tracé une ligne. On n'a pas de trottoir sur cette rue-là, c'est les anciennes rues. La rue n'est pas suffisamment large pour mettre des trottoirs à chaque côté. Par contre, elle est plus large qu'une... voyez-vous, c'est entre deux. C'est pas une rue secondaire, c'est une rue collectrice, mais qui n'a pas la largeur d'un boulevard. Le boulevard Pierre-Thomas Hurtaud, par contre, lui, il est beaucoup plus large. Il y a des trottoirs chaque côté. Donc, il n'y a pas de trottoir sur... Non, nous, c'est ça. C'était une rue qui a été construite sans trottoir. C'est une rue collectrice qui est devenue, avec le temps, de plus en plus passante. Si on parle juste des magasins qui ont été construits là, à Saint-Bruno, là, les Costco et compagnie, ça fait beaucoup plus de circulation. Et c'est vraiment devenu une voie de contournement. Tous les gens qui passent sur cette rue-là s'en vont dans l'autre secteur, l'autre côté de Grande Allée. Mais les enfants qui vont aller à l'école, ils vont aller à l'école sur une rue sans trottoir. À date, des informations que j'ai, vu que moi, ma fille n'ira pas à cette école-là, je sais qu'il y a des parents qui ont reçu des informations de la Ville concernant la sécurité. À l'intérieur même de la rue, du secteur, il y a des voies où on peut circuler à pied, même en vélo. Il y a des petites traverses avec des mini-parcs qu'on peut appeler. Là. L'aménagement avait toujours été fait à cette époque-là. Mais les grosses rues collectrices, Pierre-Thomas Hurtaud, il y a des trottoirs. Par contre, à Villa, il n'y en a pas.
Et la majorité des petites rues là, environnantes non plus en ont. Mon collègue Pierre va poser une question. Dans la note que vous nous avez envoyée, vous parlez d'un Oui. manque de transparence pour l'aménagement. Là. Oui. À quoi vous faites référence? Eh bien, ça fait 33 ans là, qu'on habite là, nous. On a toujours demandé qu'est-ce qu'on faisait avec cette rue-là. On est comme une rue laboratoire. Ils ont fait des tests. Une année, on s'est réveillé un matin, ils ont commencé à installer des bollards dans le milieu de la rue, à toutes les 25 ou 30 pieds, avec la vitesse qu'on doit respecter. Ça avait du sens. Ça l'a créé quand même. Pendant une semaine, on a eu ça. Ils l'ont retiré au bout de presque un mois parce que les autobus circulent et c'était trop serré pour eux. Donc, on a retiré ça. C'est l'avantage qu'on a eu. On n'en a pas entendu parler. On a fini par apprendre pourquoi ça a été retiré. On nous a fait miroiter une bonne idée quand même. Ce que ça l'a permis, c'est de ralentir la vitesse des autobus, parce qu'eux aussi sont à vitesse variable. Et à chaque fois qu'on posait les questions, on n'a jamais vraiment eu de réponse sur ça. On a tenté ça, on a tenté là. La dernière... Tu sais, on fonctionne avec des suppositions. On s'est fait dire qu'on voulait construire un trottoir. Et ce que j'ai essayé de poser comme question, c'est où il va être le trottoir? À l'époque, le maire Girard voulait faire ça, un trottoir. Il nous a tous convoqués, la rue au complet, ici à l'Hôtel de Ville, pas ici, mais à l'autre, pour en discuter. Ça a tombé à l'eau parce qu'il y a eu des changements. On voulait un trottoir, mais on ne savait pas de quel côté on était pour l'avoir. Puis on enlève un 5 pieds là, sur le terrain qui est déjà pas grand. Fait qu'on se rapproche encore plus de la rue. Fait que c'était laissé comme ça. Pour l'instant, on a ce petit trottoir virtuel-là. On pourra peut-être avoir un trottoir, mais on ne réglera pas le problème. Moi, je trouve que c'est le moment de faire le bon geste, de régler le problème une fois pour toutes. Il faudrait régler le problème du bruit, la poussière, la sécurité, tout ensemble. Puis c'est de faire respecter carrément le code de la route. J'ai ma collègue qui a une question pour vous. Allez-y, madame, je vous écoute. Je vais baisser un petit peu je fais du pouce sur la question que vous a posée mon collègue. Vous dites que vous souhaitez des mesures pour rendre le quartier plus convivial. Oui. Vous nous avez parlé des nuisances à éliminer, Entre autres, du oui. moins. Oui, oui. Mais est-ce que vous avez des idées par rapport à ce qui pourrait être des plus convivial? Qu'est-ce que c'est que vous souhaiteriez? Exactement. Si on pouvait juste empêcher les poids lourds de circuler, il y aurait beaucoup moins de bruit et le quartier redeviendrait ce qu'il était au départ. On avait nos voisins, on les voyait en avant, il n'y a plus personne devant les maisons parce que c'est trop bruyant. J'ai demandé aux gens, il n'y a personne qui dort la nuit avec ses fenêtres ouvertes l'été parce qu'il y a trop de bruit, même la nuit, ça circule. Et puis le jour, on oublie ça, là, comme je vous disais tantôt. Tu sais, la qualité qu'on avait du quartier au départ, c'est disparu, c'est devenu un boulevard carrément, là. Boulevard Cousineau, ça ne veut pas être méchant avec les gens du boulevard Cousineau, mais c'est comme une rue commerciale presque. Et on a perdu cet attrait-là. Et on ne se le cachera pas. Moi, j'avais demandé qu'est-ce qui arrive si... là, il y a des maisons qui sont de plus en plus à vendre. Je dis, ce qui arrive, est-ce qu'on est étiqueté comme une rue passante ou est-ce qui est nuisible? C'est difficile d'avoir le vrai... Mais c'est un petit peu ça, c'est parce que quand vous me parlez de poids lourds, on parle encore d'éliminer des nuisances. Oui. Mais avez-vous des idées pour apporter des agréments, des plus, de la verdure, de la je ne sais pas quoi? Bien là, pour l'instant, si on peut garder nos arbres, si on ne se fait pas construire le fameux trottoir là, hypothétique à date, nous, on est 6 voisins qu'on attend pour refaire l'entrée de garage parce que ça fait 30 ans qu'elle a dû pas être faite. Mais la dernière fois qu'ils sont venus faire de l'excavation sur notre rue, ils nous ont arraché le fameux 4 pieds. Puis on s'est retrouvé avec une nouvelle asphalte de 4 pieds seulement. Fait que ça fait partie. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Ben, je vous remercie aussi. Est-ce que la Ville de Longueuil souhaite avoir une... Non. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Alors, je voudrais juste en terminant, juste vous remercier parce que je crois que c'est la première fois qu'on écoute les 8 voisins que j'ai, qu'on écoute cette partie-là, parce qu'à date, quand je suis venu ici, on a droit à une question seulement. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Alors, la commission appelle monsieur Marc Robinson et monsieur Brian Fay, s'il vous plaît. Je lis mon petit texte. Alors, notre collègue commissaire, M. Pierre Benoît, a informé l'Office de
Participation publique de Longueuil qu'il avait eu un lien d'emploi de 2013 à 2017 avec la Société immobilière du Canada. Il n'entretient plus de lien avec cet employeur depuis 7 ans. Nous avons obtenu une opinion juridique qui confirme l'absence de conflit d'intérêt de M. Benoît avec la Société immobilière du Canada. Cependant, pour éviter toute perception de conflit d'intérêt, il a été jugé préférable qu'il se retire de la commission pendant l'audition de l'opinion de la Société immobilière du Québec. Donc, c'est ce qui explique son absence à mes côtés. Alors, bonsoir, messieurs. Bonsoir. On va essayer de faire le travail à deux maintenant. Alors, on vous écoute. Bonsoir, Marc Robinson, directeur immobilier à la Société immobilière du Canada. Bonsoir, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Brian Fay, urbaniste, président de Fay Associés et directeur de projet pour le dossier de la Société immobilière du Canada. Donc, une courte présentation de qui est la Société immobilière du Canada, appelée amicalement la SIC. Donc, c'est une société d'État fédérale, autofinancée, indépendante du gouvernement. Elle opère de façon autonome et de façon financièrement responsable. Notre rôle qui nous concerne ici, nous redéveloppons des anciens sites fédéraux qui n'ont plus usage, mais qui ont une grande valeur de développement, comme par exemple ici le site qui nous concerne de Longueuil. La SIC a un engagement envers le bien-être des Canadiens et Canadiennes et a à cœur l'enrichissement des milieux de vie, entre autres en développant des projets immobiliers durables et en favorisant, entre autres, l'intégration de logements abordables, la mise en valeur des espaces publics, l'intégration de mesures de développement durable et de réduction des gaz à effet de serre. Ce soir, nous sommes ici pour vous présenter nos recommandations en vue du développement du site de Longrive, situé face au centre-ville. Ce secteur a déjà été identifié et planifié au PPU Centre-Ville de la Ville de Longueuil pour son redéveloppement. Depuis, la discussion entre la SIC et la Ville sont en cours pour établir les modalités du développement de ce projet. Pour nous, cette soirée constitue une opportunité de partager notre vision et notre vision de développement avec l'équipe de consultation publique. Alors donc, dans la poursuite de ce que Marc mentionnait, le développement de la pointe Longrive est aligné avec les objectifs. On vous a déposé un mémoire, là, je suis à la page 6. Oui, on a pris connaissance de votre document. Donc, nous sommes alignés avec les objectifs du PPU pour le PPU Centre-Ville, notamment au niveau de la valorisation de l'espace riverain, donc avec un parc d'envergure, une esplanade. Dans la volonté de la société immobilière, il est prévu des aménagements au-delà des paramètres normatifs de cession de terrain pour les fins d'espace vert. D'avoir un design de bâtiments qui vont préserver les vues. Donc, on favorise davantage des tours sur basilaire afin justement de préserver les corridors visuels à partir du centre-ville et de reconnecter donc la trame du centre-ville avec la rive du fleuve, donc avec un quartier qui va être distinctif et cohérent avec l'ensemble du développement du centre-ville. Donc, pour les fins de la présentation, nous avons 5 recommandations, dont une première qui vise la densité. Nous sommes d'avis que, c'est un site qui présente ses propres défis, puisqu'il y a une barrière physique qui est la 132, donc entre le centre-ville. Donc, pour être capable de redévelopper ce secteur-là et de relever les défis, on pense qu'une densité significative est essentielle au redéveloppement du secteur. La densité plus élevée va également permettre une viabilité économique pour des commerces de proximité.
Donc, l'absence d'une densité de population suffisante serait un frein à l'arrivée de commerces de proximité. Deuxième paramètre important, c'est celui de la hauteur. Donc, on pense qu'il est également important de permettre des hauteurs significatives si, justement, on veut être capable de libérer des espaces au sol au profit de l'ensemble de la communauté de Longueuil et donc de permettre cette accessibilité au domaine riverain, c'est d'aller chercher des hauteurs significatives. Les hauteurs vont également permettre de préserver les vues, un autre objectif du PPU. Et donc, ce qui est important, c'est d'être capable de préserver ces percées visuelles-là en direction du fleuve. On pense que des hauteurs de l'équivalent d'environ 40 étages permettraient d'atteindre les densités recherchées. C'est un site qui, là je suis à la page 10 du document, de la flexibilité réglementaire. Bien que l'on préconise d'emblée des densités normées et des hauteurs spécifiques, compte tenu de l'ensemble des défis de développement, pensons à celui du bruit. Dans plusieurs cas, souvent, dans les différents règlements, on retrouve que les façons de contrer les nuisances sonores seraient, par exemple, d'ériger des murs. Alors, pour nous... Excusez-moi, de quoi? D'ériger des murs. D'ériger des murs anti-bruit, oui, c'est ça. Donc, ça serait formidable. Bien, si on veut préserver les vues vers le fleuve et que pour contrer le phénomène de la propagation sonore, on érige des murs, bon, on va jouer contre nous, tout le monde, là. Donc, c'est un beau gâteau. Ça serait un beau gâteau. Exact. Donc, ce que l'on cherche, c'est d'innover, donc d'avoir des paramètres qui vont nous permettre d'innover. Parfois, on est capable d'atteindre ces éléments-là en incorporant à la construction des élévations et des façades qui vont servir de paravent au bruit, à la propagation du bruit. Donc, il faut avoir une certaine flexibilité pour être capable de pallier aux différentes contraintes qu'il pourrait y avoir pour être capable de développer le site. L'accessibilité, on était pour toi, l'accessibilité. Oui, allons-y, excusez-moi. C'est un projet qui est important au niveau de l'accès, bien entendu, aux résidents, l'accès aux fleuves, aux berges. Il y a une bonification, bien entendu, une complexité de ce site-là au niveau des accès, bien entendu, qui était en discussion depuis un bon bout de temps déjà avec les gens de la ville. On est à la conception et aux études pour permettre des bonifications des accès d'une façon innovante, durable, multimode. Donc, on est dans ces phases-là de recherche et de conception, puis de le faire d'une façon durable, d'une façon aussi qui va permettre le projet de se développer dans toutes ses phases jusqu'à la fin. Accueillir le nombre de résidents et de commerces qui va permettre un quartier durable et autonome. On croit que ce projet-là est une véritable occasion pour bonifier et favoriser l'accès au fleuve par tous les citoyens, mais aussi les visiteurs. Il y a déjà des gens qui vont sur le site faire de la bicyclette ou profiter, malgré qu'il n'est pas très, très convivial. Mais déjà, il y a des gens, il est déjà attirant. Fait qu'il faut s'imaginer avec un projet. On vous a mis dans le document des exemples, Riverside, par exemple, là, à Vancouver. Si on se promène là-bas, ben moi, je suis allé puis je m'imaginais à Pointe-de-Longueuil. Ça peut être extraordinaire. Donc, on croit en cet accès-là. On croit aussi que
le partage des efforts entre les différents intervenants. On est une société collaborative qui favorise les parties prenantes. Donc, qu'on parle avec la Ville, qu'on parle avec le ministère, avec le MTQ, on est là pour rassembler, la Voie maritime aussi, là, qui a un rôle là-bas, on est là pour rassembler tous les paramètres pour favoriser l'implication de toutes les parties prenantes afin d'optimiser ces ressources-là. On favorise la collaboration aussi de tous les partenaires afin de mutualiser aussi les investissements, maximiser aussi le résultat. On croit à des retombées économiques pour ce projet-là également. Donc, pour nous, ce soir, il s'agit de vous présenter, bien entendu, avec les mémoires qu'on vous a déposées à l'avance, de nos recommandations, notre vision pour ce site-là, qu'on travaille depuis très longtemps au niveau de la société, et où on arrive à un point où on est dans un air d'aller extraordinaire avec une belle collaboration de l'administration et des parties prenantes pour réaliser le projet de grande qualité qu'on est capable de faire avec une grande conscience de développement durable. On a des études aussi qui sont en cours pour le risque environnemental, le maintien des berges, etc. Donc, c'est une opportunité pour la société de réaliser ce projet-là. Merci beaucoup. Alors, la question qui me trotte quand j'ai regardé votre document, vous comprenez que la commission, ce n'est pas une commission sur votre projet, donc on est en amont de la réglementation qui va être déposée par la Ville de Longueuil probablement à l'automne ou peut-être l'année prochaine. Moi, la question qui me venait à l'esprit, c'est que vous nous parlez de d'autres projets que vous avez fait un peu partout. Je pense que c'est assez impressionnant. En tout cas, on est allé sur votre site. On a vu aussi des réalisations que vous avez faites. Pour réaliser un projet comme celui-là, qui est un peu en dehors de la trame urbaine de la ville, on est vraiment... C'est comme si on vient créer un milieu particulier. Est-ce que vous n'auriez pas des exemples d'approches qui débordent la réglementation? Parce que, c'est une opinion personnelle, là, mais il ne faut pas que vous en teniez compte, là, mais je pense qu'on ne peut pas construire un projet sur une réglementation, pas un projet de cette nature-là. C'est quand même, il y a comme un site, il y a des obstacles, il y a un certain nombre de paramètres qui viennent. Est-ce que vous n'avez pas des exemples d'approches qui iraient un peu au-delà de la réglementation? Bien, pour parler d'un exemple à portée de main, la pointe nord de l'île des Sœurs. La pointe nord de l'île des Sœurs est un secteur qui est relativement enclavé. Il y avait l'autoroute 15 avec le pont Champlain. Ça a été l'objet de beaucoup de réflexions avant d'entamer le développement de toute la pointe nord. Comme à Longueuil, le centre d'achat est de l'autre côté de l'infrastructure autoroutière. Donc, il y a du commerce de proximité. L'enjeu et le défi est vraiment de créer des réseaux de mobilité active pour être capable de franchir cette barrière-là. Il existe des passerelles actuellement qui traversent la 132. D'autres doivent être remplacées et améliorées. Donc, le secteur de la Pointe-Nord, de l'île des Sœurs, il y a du commerce de première nécessité, mais le gros commercial est de l'autre côté de l'emprise de l'autoroute 15. Et donc, ce que l'on cherche, on ne pourra jamais arriver avec une autonomie totale en matière de commerce de proximité, mais il faut être capable d'avoir une masse critique suffisante de gens pour être capable de desservir des besoins de première nécessité. Et là, on pense à un comptoir ou de pharmacie, ou on pense à un petit dépanneur. Donc, il y a des besoins de première nécessité qui peuvent être répondus, mais avec la population qui pourra résider sur place, on n'aura jamais une population suffisante pour être autonome d'un point de vue commercial. Donc,
il faut être capable de viser une certaine autonomie. Est-ce que vous donnez le nombre de logements à peu près que vous visez? Ça va jouer aux alentours de entre 3 500 et 4 000 unités à peu près. Ouais. Mais c'est sur un territoire qui part de la marina privée et qui s'en va jusqu'à l'emprise là, du pont Jacques-Cartier. Donc, c'est quand même un grand territoire. Mais comme je le disais tantôt, qui présente de nombreux défis en matière de développement. C'est 1,2, 1,5 personnes par ménage à peu près? Oui, 1,2 environ, si je ne me trompe pas. C'est pour le commerce, c'est sûr que c'est pas... On a des études qui supportent et qui vont supporter d'ailleurs le développement. On est soucieux d'un quartier qui va être le plus autonome, si on peut dire, et le plus... on veut faire favoriser le transport actif. C'est ça on a développé beaucoup d'idées dans le projet qu'on va tenter de réaliser. On a besoin des partenaires. On parle, tantôt, les collègues ont parlé le REM de la Rive-Sud, par exemple. Ça fait longtemps, nous, qu'on a commencé des discussions, par exemple, pour avoir, puis suivre un peu ça, puis dire comment on pourrait se connecter, comment on peut aller faire que ce soit des navettes intelligentes. Il y a déjà une navette fluviale, par exemple, qui déjà passe par là. Pourquoi pas une station de la navette fluviale? En 1967, il y avait quand même... Il il avait quand même innové un certain nombre de choses. Ah oui, je n'étais pas là. En fait, tout le secteur du métro de Longueuil présente son défi, là, parce que le secteur du métro de Longueuil est entouré d'emprises quasi autoroutières. Là, donc, il y a le boulevard Tachereau, il y a la 132, avec toutes les rampes d'accès à la 132. Donc, puis il y a l'infrastructure du pont Jacques-Cartier. Donc, il y a des seuils à franchir qui sont importants. Et on est dans cette continuité-là de seuils à franchir, mais avec le très grand bénéfice du fleuve et des aménagements verts qui pourraient... on permettrait donc de raccorder ce ruban vert et bleu-là le long du fleuve. Donc, le projet amène un très grand bénéfice, mais oui, il va présenter ces défis de franchissement de seuil, tout comme tout le secteur du PPU du métro centre-ville. Non, c'est un peu pour ça que je vous posais la question. Est-ce qu'au-delà de la réglementation, est-ce qu'il n'y a pas des façons d'aborder, c'est-à-dire, on parlait de, par exemple, il peut y avoir le co-design, il peut y avoir un certain nombre de tables de travail avec la Ville pour que le projet se dessine avec l'ensemble des intervenants plutôt que de se frapper à un règlement qui dit arbitrairement. Un règlement, c'est souvent écrit avant qu'on connaisse les projets. Donc, oui, M. Bergeron, je pense que la flexibilité réglementaire, c'est peut-être le mot-clé, justement, de tout ça. On est déjà en train de travailler avec la Ville. Ça fait 3 ans qu'on a un comité, je vous dirais, de travail avec le service de l'urbanisme permanent pour identifier les enjeux, les travailler d'arrache-pied chacun avec le service des incendies, etc. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de travailler avec l'équipe Ville des solutions innovantes. On pense vraiment, on est plus loin, peut-être même que certains en pensent. Au niveau du logement social abordable, il y a vraiment une volonté, nous, la Société immobilière, on est là pour dépasser les seuils réglementaires. Donc, on pense en dehors du règlement. Donc, c'est pour ça qu'on demande une flexibilité, pour ne pas se bûcher à un règlement, dans le fond. Donner un exemple, vous parliez tantôt de drainage, des nous et tout cela. On pourrait penser à ce qu'il y ait une mutualisation des infrastructures de drainage. Donc, si on est pour aménager un bassin de rétention, le bassin pourrait servir à la fois le privé puis à la fois pour le public. Donc, il y a des stratégies à mettre en place pour être capable d'aller chercher une efficacité et donc pour être capable de répondre aux différents défis qui sont présents sur le site. j'ai ma collègue qui a des questions pour vous. Moi, je vous poserai la question, ça va peut-être avoir l'air de la question inverse, parce que vous avez mentionné que dans votre mandat, il est important d'avoir des solutions très novatrices. Alors, comme vous avez dit, vous y pensez.
Et donc, je vous demanderais, est-ce qu'il y a dans votre besace des innovations qui, de par leur nature, exigeraient qu'on les prenne en compte éventuellement dans une révision réglementaire? Je m'explique. Et puis, je donne ça à titre d'exemple, là. Tu sais, pour les hauteurs ou pour donner pour des vues sur le fleuve. On me dit que une solution, c'est d'avoir des immeubles minces et en hauteur. Mais vous, peut-être que vous avez d'autres solutions pour augmenter les vues sur le fleuve, solutions qui exigeraient qu'on les prenne en compte quand on rédige le règlement. Est-ce qu'il y a des choses de ce genre? Moi, j'ai une idée, peut-être. Oui. Au niveau du développement durable, on a, par exemple, beaucoup de préoccupations sur la carboneutralité, entre autres. Les périodes de pointe électrique, on sait que bon, on s'en va vers un approvisionnement électrique qui peut être peut-être un petit peu plus complexe qu'avant. Donc, je vous donne un exemple. Si on veut, par exemple, travailler ce qu'on appelle un district énergie ou un système énergétique de quartier, si on veut pouvoir faire des boucles, si on veut pouvoir boucler, par exemple, des bâtiments, bien, il faut qu'on puisse avoir les supports réglementaires ou en tout cas l'ouverture de travailler d'une certaine façon, probablement décloisonner chacune des propriétés, probablement peut-être pour mutualiser un système d'éco-énergie. On a ce genre de préoccupation-là, par exemple. Au niveau aussi sonore, il faut être innovant. Il faut être innovant sur le site. Il faut être innovant aussi avec ceux qui vont construire au niveau de l'architecture, puis qui vont être capables de proposer dans le projet des solutions qui vont être à la toute dernière pointe. C'est un projet qui va se construire sur 10 ans. Donc, ça bouge vite. On ne sait peut-être même pas comment ça va finir au niveau de ces technologies-là aujourd'hui. On sait comment on va le lancer, qu'est-ce qu'on veut voir de l'ensemble. Puis, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Ça répond, mais comme je vois que vos recommandations sont vraiment dans l'aval des stratégies de la ville. Mais, tu sais, en même temps, il y a quelqu'un qui tient le crayon à la ville. Alors, si on a des idées à leur donner, c'est le bon temps d'être même un peu concret. On n'est pas en séance, comme l'a dit le président, on n'est pas en discussion des règlements, ils ne sont pas devant nous. Mais si on veut inspirer les rédacteurs, si vous avez des idées, c'est le bon temps de les mettre de l'avant. Je pense que ce qui vous a été présenté dans une présentation antérieure au niveau du zonage incitatif, on pense que c'est un outil qui pourrait être très adapté pour être capable d'intégrer à ces développements-là des espaces publics, donc qui répondent à des besoins villes. Puis il faut penser que c'est un site qui va desservir pas juste la population résidente. Là. On connaît ça, parce qu'il y a le parc riverain là, qui est juste un peu plus à l'est. Donc, on peut penser que la municipalité pourrait avoir des besoins de desserte en matière de certains équipements. Donc, on pourrait voir comment on pourrait introduire ces équipements-là à l'intérieur du développement et là, de voir finalement de bénéficier de mécanismes comme le zonage incitatif pour être capable d'introduire des équipements comme ceux-là. Il va être important, puis on parlait de la carboneutralité puis des îlots de chaleur, la matérialité va faire partie de cela aussi également. Là. Donc, la matérialité des édifices vont participer à tout cela. Compte tenu parce qu'on me dit que le temps passe, compte tenu de l'importance quand même de l'enjambée de la 132, etc., dans votre vision, est-ce que vous voyez ce secteur-là comme étant dans une continuité un peu quotidienne ou toujours comme un peu une excursion d'exception que de traverser de l'autre côté? Non, il ne faut pas que ce soit une excursion, Okay. justement. Merci. C'est tout à fait l'inverse qu'il faut faire. On a un métro, il faut être capable de travailler avec le métro qui est juste à côté. Merci. Je vous remercie beaucoup de votre présentation. Merci On va du temps. essayer d'en tenir Merci compte. beaucoup. Au revoir. Alors, je ne sais pas si la Ville veut se servir de son droit de préemption, non? Alors, on va rappeler notre collègue commissaire de l'Office pour la présentation. J'invite maintenant M. Mario Pétronne à se joindre à la commission.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs, bonsoir, madame. Mon nom est Mario Petron, je suis architecte et architecte paysagiste. Et j'ai réalisé certains projets à Longueuil, comme probablement vous savez. Je suis bien heureux d'entendre M. Fayet et puis les gens du boulevard Taschereau. Ça me rappelle de beaux souvenirs. À une certaine époque, on se battait pour l'autoroute 30. Ça a pris 30 ans, elle est arrivée. Je l'ai vu faire, je l'ai vu construire. À une autre époque, on s'est battu beaucoup pour la zone du métro. C'est en construction. Oui, on s'est battu pour la SIC, et puis j'ai fait mon stage dans votre immeuble comme architecte stagiaire à l'époque, il y a déjà une cinquantaine d'années. Donc, je connais le site beaucoup, pour même avoir fait des propositions, quelles qu'elles soient, là-dessus, tout comme le boulevard Taschereau, qui est la grande plaie de notre ville de Longueuil, qui est difficile, qui est un projet complexe. Ça prend des années et de la volonté. Donc, je suis fier aujourd'hui de voir des jeunes urbanistes et urbanistes accomplis continuer la bataille. Et puis, je vous souhaite une bonne chance. Si jamais vous avez besoin de coups de main ou de référence, ça me fait plaisir de vous aider. Bref, je suis ici parce que j'ai entendu une mairesse parler de densité. Je dis, voyons donc, pas 40 ans plus tard, on en parlait de ça il y a plusieurs années. Vous comprenez que les urbanistes et les architectes, la densité, on en parle depuis longtemps. Par contre, la densité qu'on parlait à l'époque, on passait d'un étage de bungalow à 3 étages, puis on était bien contents. 4 étages, on était le bonheur. Le nirvana, il y avait un ascenseur dedans. Aujourd'hui, la densité, c'est plus ça. C'est beaucoup plus élevé que ça. Tout comme parlait M. Fayet et les autres urbanistes aussi pour le boulevard Taschereau. Dans le même esprit, pour moi, la zone du métro est une zone importante. C'est une zone où la vigueur prend place. Et il y a un endroit particulier. C'est un endroit, tout simplement, je suis né là. Il y avait un tramway dans ma rue. C'est une ville que peu d'entre vous connaissez. Vous ne savez pas qu'il y avait une ville qui s'appelait Ville de Montréal-Sud, ici à Longueuil. C'était chez nous, ça. C'était la rue Lafayette, entre autres. Ça allait de boulevard de la rue Joliette. Voulez-vous vous adresser à la commission? Parce que c'est vrai, excusez-moi. On va voir votre visage de C'est côté beau. pendant toute Merci, la Bruno. Donc, à partir de là, la ville de Montréal-Sud était entre Joliette et la rue Tiffin, qui était à la limite avec Saint-Lambert, et partait du fleuve juste je dirais, au boulevard des Aulniers maintenant, mais anciennement la voie ferrée. C'était un peu notre patelin. Et pour y avoir vécu là, y avoir vu les rails qui ont été enlevés, et ainsi de suite, cette rue-là a toujours été très large, immensément large. Et nos terrains, à nous avons eu la chance de jouer de ces terrains-là qui avaient 125-150 pieds de profond pour un duplex, un triplex ou autre. C'est ça, sur la rue Lafayette. On va parler du côté ouest de la rue. Du côté est de la rue Lafayette. Du côté est? Oui. Oui. Et il y avait des terrains vraiment profonds, même que la majorité des gens faisaient leur garage en plein milieu, puis l'arrière restait en forêt pour les oiseaux, entre autres, et les lapins, et tout ce qu'on veut. Pour vous dire que c'est un endroit particulièrement intéressant pour un développement durable, comme on pouvait en parler aussi, d'une haute densité. C'est une rue qui est appropriée à cause des 3 secteurs de densification possibles. J'ai mis un premier secteur qu'on voit à l'écran, qui est le secteur qui relie le métro, et toute la zone du métro, jusqu'au boulevard Taschereau, ou le viaduc Saint-Laurent que j'appelle. Par contre, c'est un endroit où la qualité architecturale est assez intéressante aussi. Donc, pour moi, développement, mais il y a patrimoine aussi qui fait partie de mon approche. Il faut, avec parcimonie, déterminer ce qui semble avoir un intérêt patrimonial, même si ce ne sont pas nécessairement des résidences cotées patrimoine. Mais il y en a plusieurs qui ont un intérêt. Et au travers de ça, il y a beaucoup d'immeubles de moindre importance au niveau architectural qui pourraient être démolis et on pourrait refaire des bâtiments de plus grande hauteur au travers de ça. Le secteur 2, qui est le secteur d'où je venais,
est un secteur beaucoup moins intéressant architecturalement parlant au niveau patrimonial. Hétéroclite. Oui, hétéroclite. Il y a même eu le premier 4 étages qui s'est construit là. Tout le monde était émerveillé de ça sur la rue. C'était un bloc appartement. Wow! Tu sais, avec un corridor dedans, des logements de chaque côté, là. C'était le premier. Et tout le monde en était fier. Il n'y a pas, personne ne bitchait là-dessus, au contraire. C'était intéressant de voir ça. Donc, c'est un secteur qui s'appropriait bien pour une densification. Et on parle de densification de 6 étages et plus. Là. Variante, avec des hauteurs variantes, effectivement, pour se raccrocher avec des bâtiments qu'on dirait patrimoniaux qu'on veut conserver. C'est certain que ça se fait bien. Et l'avantage de ces deux secteurs-là, il est connecté directement avec Riverside, le nouveau 1, et Saint-Laurent, et le boulevard Taschereau. Et en descendant le secteur 2, oui, encore avec Saint-Laurent, boulevard Taschereau, et en descendant avec les rues Goupil, qui est une petite rue résidentielle, et quand même le boulevard des Aulniers avec son parc linéaire, c'est un lien magnifique pour le résidentiel. Donc, il y a du commercial Saint-Laurent, du résidentiel, il y a des liens de part et d'autre très intéressants. Et je me suis permis d'avancer jusqu'au boulevard Taschereau parce que ce coin-là, derrière la rue Lafayette, il y a la rue Verchères, qui là encore, dans mon temps, nous, n'était pas asphalté. C'était de la garnotte avec des trous d'eau. Puis on allait faire du vélo là, puis c'était le fun. Par contre, il y avait aussi des petites shops qu'on appelait. Donc, ça veut dire des petites entreprises d'envergure moindre, mais importantes pour le secteur parce que certains de nos voisins y travaillaient à pied. Il ne faut pas enlever nécessairement ou démolir ces usines-là, c'est-à-dire de les intégrer dans un développement beaucoup plus résidentiel et avoir la mixité. C'est certain que je suis contre tout ce qui s'appelle spécialisation de secteur. Résidentiel. Et on finit de mourir dans le résidentiel, mais on n'a pas de commerce. Et commerce, mais je vais plus loin que ça. Je vais jusqu'à l'industrie légère. Petite industrie. Et ça, j'en vois pas souvent. Par contre, quand vous allez en Europe, n'importe où, il y a toujours le petit body shop à côté, puis 3 étages de logement sur le dessus. Là. Pourquoi les autres là, nous autres, on ne l'a pas? Probablement parce que nous autres, on est un peu arrêtés avec les marges de recul. Marge latérale, marge avant. Je ne les comprends pas encore, là. Mais quand je vais juste à Montréal, boulevard de Lormier, il n'y en a pas de marge latérale. La marge avant, 2-3 mètres, pour mettre l'escalier, puis ça arrête là. Puis pourtant, c'est sympathique parce qu'il y a des gros arbres centenaires là-dedans. Je me dis, on a à côté de nous des réponses, mais on dirait qu'à partir du moment qu'on sort d'un milieu très dense, on devient des urbanistes de région en faisant du développement comme ça a été fait dans les 50 dernières années, que je comprends bien pourquoi ça a été fait, là. Il n'y a rien contre ça. Mais maintenant, nous sommes un point tournant de l'architecture et de l'urbanisme. Et pour la première fois, quand j'ai entendu Mme la mairesse, j'ai dit « Wow! Elle vient de nous ouvrir une sacrée belle porte. » Et c'est pour ça que, pour moi, la rue Lafayette était un endroit, si quelqu'un veut faire une étude un peu plus approfondie des possibilités de création de développement, c'est l'endroit. Parce que si on continue avec le secteur 3, qui est le secteur anciennement de mon quartier, Jacques-Cartier, moi, j'étais de Montréal-Sud, que l'autre côté, c'était tous mes chums de Jacques-Cartier avec qui on allait faire du vélo dans les rues de terre. Tu sais. Donc, c'est un secteur qui s'est conçu beaucoup plus tard, ce bout-là, le 3. Là. Même Jacques-Cartier n'était pas construit à cette époque-là. Dans les années 50, il n'y avait rien. Là. C'était du bois. Là. Même ma mère, mes parents, qui ont construit, c'était une forêt. Là. Donc, c'est tout du neuf. Et hétéroclite, par contre, si vous passez dedans maintenant, il s'est démoli beaucoup d'immeubles pour reconstruire des 2-3 étages. Duplex, triplex, quadruplex. Mais encore là, on sait tous que dans 30, 40, 50 ans, il n'existe plus ça. Donc, ce que je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour demain matin la veille, j'en suis très conscient. Mais si on peut insister au niveau urbanisme,
déjà d'avoir une vision dans cet esprit-là pour ce quartier-là, qui se rend jusqu'à l'école Gérard-Filion. Et là encore, avec la rue Manceau qui vient, puis les petites industries qui sont dans ce coin-là, c'est un secteur magnifique. S'il y a un quartier qui peut faire le lien entre ce que M. Fayet a parlé et les gens du boulevard Taschereau, du boulevard Taschereau, c'est bien ce lien-là, cet endroit-là. Et j'y suis attaché pour 2 raisons. C'est que c'est moi qui ai rénové l'école Gérard-Filion, puis c'est moi qui ai fait le poste de pompage à l'autre extrémité, qui a gagné le prix d'architecture du Québec là, dans les années 90. Donc, je me sens comme un peu chez nous en me disant, bien, ça serait le fun de voir une volonté de la part des urbanistes de la ville à développer ça dans le futur. C'était un peu ma requête. Vous avez abordé, M. Petron, plusieurs questions. Puis une question qui nous intéresse naturellement, c'est comment on doit aborder, qu'est-ce qu'on doit recommander à la ville quand on parle du patrimoine? Parce que c'est un peu embêtant. Puis moi, je regardais votre délimitation, puis pour connaître un peu le secteur aussi, mais je pense que ça va jusqu'à la rue Tiffin de l'autre côté, où il y a aussi, on voit déjà qu'il y a la requalification est un petit peu plus active du côté de la rue Tiffin, là, qui sépare Saint-Lambert de Longueuil. Oui, du côté de Longueuil. Tiffin. La rue Un petit peu plus au nord. On voit qu'il y a quand même des petites maisons qui sont actuellement, je pense, sont toutes achetées par le même promoteur, parce qu'après ça, il construit à peu près tout le même 6 ou 8 logements. Là. Donc, on voit que c'est un secteur qui est un petit peu en ébullition, mais il n'a pas bougé beaucoup. Mais puis en même temps, vous avez parlé de la mixité, vous avez parlé du patrimoine, vous avez parlé... alors, mais c'est des parce que la question que je vous poserais, parce qu'on va se donner juste 10 minutes, là, mais j'ai mes collègues aussi qui veulent poser une question. La question que je vous poserais, c'est qu'est-ce qu'on pourrait recommander à la ville qui est à l'aube de déposer une réglementation pour ce secteur-là? Qu'est-ce qu'on doit lui recommander? Bien, écoutez, premièrement, je ne vais traverser, dans mes propositions, je ne traversais pas le boulevard Tachereau, donc je n'allais pas sur Tiffin, où se trouve le collège Notre-Dame, le collège du Rocher. Oui, mais ça, c'est du côté de Saint-Lambert, mais je parle du côté de Longueuil. Du côté de Longueuil, ça arrête effectivement au boulevard Tachereau jusqu'à Lafayette. À Tiffin. La rue Tiffin, c'est Longueuil. Ah, c'est Tiffin, peut-être que vous l'avez. Du côté de Longueuil, Tiffin, c'est Longueuil. OK, bien, parce que le nom peut être changé, mais dans mon temps, ça s'appelait Verchères, là. Lafayette, Verchères, et puis... non, de l'autre côté du boulevard Tachereau. OK. Moi, je n'étais pas là. Je ne vais pas de l'autre côté du boulevard. Je restais à ce côté ici. Non, mais donc moi, la proposition est... Patrimoine, mixité... Oui. Puis, patrimoine, donc, ce qu'il faut commencer de la façon que je le ferais, c'est vraiment une analyse de tout ce qu'on voudrait conserver au niveau patrimonial pour ne pas faire les erreurs qu'on a fait dans Ville-Jacques-Cartier en démolissant l'ensemble de tout ce qui est notre histoire de citoyens et puis d'ouvriers qui ont construit cette ville-là. Donc, les petites maisons que Montréal appelle shoebox, on en a aussi ici. Mais je pense qu'il y a un minimum de ces maisons-là. Et sur la rue Lafayette, elles n'existent, j'en ai vu 3 ou 4 dans le bout du secteur 3. Mais de l'autre côté, elles n'existent pas. Par contre, il y a d'autres maisons qui ont une valeur. Moi, je pense qu'il y a un répertoire de maisons, de sites à valeur patrimoniale, qui est facile à faire. Et à partir de là, le restant peut aisément être considéré comme voici ici des développements. Et si des développeurs achètent des lots sur une rue qui s'appelle Lafayette et vont sur la rue Verchères, qui est contiguë, qui est en arrière, ils ont des sites extraordinaires pour faire des développements. On ne peut même pas y penser pour l'instant. Ce sont des endroits. Donc, ma recommandation, c'est de faire de zones du boulevard Tachereau jusqu'à Lafayette, et Lafayette inclus, une seule zone, et non pas 3-4 zones, permettant différentes fonctions. Tu sais, industrie légère, oui, pourquoi pas? Tu sais, il y avait un Steinberg un jour, il n'y en a plus, on fait un bloc appartement. C'est correct. Juste pour ne pas se répéter, je ne sais pas si tu as des questions. J'aimerais peut-être clarifier là, les immeubles patrimoniaux dont vous parlez. Je présume que c'est des bâtiments de 2 étages ou bien même des maisons unifamiliales ou des duplex ou des petits triplex. Là.
Si on densifiait le secteur, comment tout ça cohabiterait? Ben, je me rappelle toujours les bandes dessinées où je voyais la toute petite maison avec le 45 étages à côté, que je trouvais magnifique, entre autres, comme lien. Mais ce n'est pas des valeurs très, très acceptables aujourd'hui de la part de nos urbanismes et nos citoyens. Par contre, pour moi, c'est extraordinaire. Tu sais. Et je pense que si on veut mettre en valeur... Ce n'est pas des hauteurs acceptables. C'est quoi des hauteurs acceptables? Souvent, on ne veut pas mettre un 6 étages à côté d'un bâtiment de 2 étages ou d'un étage. Mais tout est dans la manière de ces choses-là. Tout est dans la façon de faire. Est-ce qu'il y a un arbre qui est à côté qui, lui, comme par hasard, il prend 3 ou 4 étages? Est-ce que c'est le bâtiment qui doit être échéancré chaque fois, qui est un petit tout le tour? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Donc, il y a beaucoup de ces choses-là qui sont de la recette technique, théorique, bien apprise. Là, tu sais. Mais dans la vraie vie, c'est souvent différent. Et ça apporte des maisons qui ont 2 mètres de large, 3 étages, dans une foulée Europe. On voit souvent ces approches-là. Donc, ce que je vous dis, c'est que cette ouverture-là doit exister avec les promoteurs, en sachant très bien que ça, c'est un site particulier, c'est une maison à valeur patrimoniale, non pas patrimoniale, parce que ça exige des contraintes pas intéressantes souvent pour le propriétaire, mais si c'est à valeur patrimoniale, comment vous allez mettre la maison en valeur, cher développeur, et non pas l'étouffer, mais la mettre en valeur? Comment ça se fait? Et donc, il y a un effort à faire au niveau architectural. Et je vous dirais que la dernière des choses qu'il faut, c'est d'avoir un 6 étages, mais à grandeur, tout le temps, partout. Parce que les maisons, il va y avoir des duplex qui sont de valeur patrimoniale. Il y a la petite maison cottage, entre autres, qui va avoir une valeur patrimoniale dans certains cas. Puis, au travers de ça, il peut y avoir un immeuble. Et l'avantage de ces grands terrains-là, il y a peut-être des possibilités d'accès arrière aussi. Tu sais, il y a beaucoup de possibilités à cause du site qui est là, qui est magnifique pour moi, pour un développement là, de création, là, quoi qu'il en soit. Et je ne peux pas m'empêcher de vous dire ceci quand j'ai entendu M. Fayet, parce que j'ai tellement travaillé sur la zone, mais il y a un seul secret pour cette zone-là, ça s'appelle l'accès. Mais tout le reste est extraordinaire. Mais le secret, s'il trouve la façon de donner accès d'une façon humaine au site sur le bord du fleuve. OK, vous êtes rendu dans... Oui, pour ça, non, je me dis, dans le fond, si jamais vous pouvez y avoir travaillé longtemps, là, c'est le seul point. Le reste... On a ma collègue qui a des questions. Quand vous dites protection des maisons patrimoniales, est-ce que vous êtes dans votre tête, là, est-ce qu'on est dans la dynamique des édifices classés? Non. Contrairement à ça, c'est une valeur patrimoniale. Une valeur patrimoniale, c'est autant la petite maison construite avec des portes de garage, des portes de tramway CN. Tu sais? J'ai vécu dans ma première maison. Mais je comprends la distinction que vous faites, mais parce que moi, je veux faire le lien avec les obligations là, de réviser la réglementation. Donc, garder la porte de tramway, on peut inciter les gens, mais est-ce qu'on va réglementer? Bien, moi, je pense que la réglementation doit être assez ferme au niveau des valeurs patrimoniales. C'est-à-dire que cette maison-là, elle a une valeur patrimoniale, donc vous ne pouvez juste pas la démolir. OK, donc ça m'amène à ma deuxième question. Oui. Vous êtes architecte et certainement plus savant que moi en la matière. J'aimerais que vous me parliez, selon vous, quels devraient être les paramètres pour des droits de démolition dans ce secteur-là? Pour les droits de démolition, oui, c'est ce qui aurait nécessairement pas un grand intérêt patrimonial, c'est-à-dire architectural, souvent. Et architectural, dans le sens, est-ce qu'il y a une histoire avec cette maison-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est là? Qui l'a fait? Comment... Je vous parle de la maison Thériault, que vous ne connaissez probablement pas, mais si vous passez sur la rue, vous allez dire, oui, c'est celle-là. C'est la seule maison qui a de l'air tout en béton, comme un château. Mais ça fait 70 ans qu'elle est là. Et les messieurs qui ont construit ça, c'était des amis personnels, mais est-ce que ça a une valeur patrimoniale? C'est-tu laid, c'est-tu beau? Peut-être, je ne sais pas, ça dépend des goûts. Mais une chose qui est certaine, vous n'en trouverez pas une identique au Québec. Donc, pour moi, ça commence à avoir une valeur patrimoniale. Là.
Tu dis, on est devant un phénomène là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, là, mais c'est, attention, il n'y en a plus d'autres. Là. C'est la seule au monde, là, comme ça. Oh, pareil. Tandis que les 3-4 blocs appartements qui ont été construits dans les années 60, ben, il y en a pas mal, partout. Puis c'est pas nécessairement... Donc, c'est un peu ça qu'il faut aller chercher dans notre patrimoine. Et dans d'autres cas, c'est la petite maison anglophone qui est à côté. Je me rappelle de madame qui était là. Une maison tellement belle, à cause du jardin et tout ce qu'il y avait. Elle est jolie, point à la ligne. Ne serait-ce que pour ça, elle a une valeur, elle aussi. Et on peut continuer comme ça, jusque dans le secteur 3, où j'ai vu tantôt 2 maisons qui font partie de ce que j'appelle du patrimoine ouvrier. Ben ouais, pourquoi pas? Pourquoi que l'histoire ne serait pas partie intégrante de notre développement de la vie? C'est un peu mon approche là, pour garder en vie notre histoire avec tout le monde. Tu sais, que la moitié des gens de Longueuil ne savent même pas que Montréal-Sud existe, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes architecte paysagiste. Oui. Et on a un volet dans notre commission qui porte sur l'environnement. C'est dans un secteur comme celui-là où il y a des terrains relativement profonds. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des valeurs, je ne sais pas, paysagères ou de conserver certains lieux qui ont plus de caractère vert? Parce qu'on a toute la gestion des eaux pluviales aujourd'hui. On a, c'est-à-dire, le boulevard Lafayette aussi est très large à cet endroit-là. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit maintenu à cette largeur-là non plus, éventuellement. Puis, parce que c'est quand même pas, c'est pas une grande rue de transit, je pense pas. Mais le côté fantastique de ce projet-là, tu sais, ça me fait bien rire de voir tous les efforts qu'on fait avec nos petits bassins, puis on met ça joli, là, puis c'est le fun, puis c'est correct. T'sais. Mais je pense qu'on manque un peu d'audace dans notre architecture de paysage, comme dans notre architecture. Vous en voulez? Pourquoi, sur le long de boulevard Tachereau, vous n'en faites pas une forêt? Mais pas 3-4 arbres, 3-4 000 que vous n'allez pas nettoyer, là, qui restent là pour les couleuvres, pour les grenouilles, pour les oiseaux, pour les... Tu sais, dans le fond, ça va servir de bassin de rétention, ça va servir d'égouttement de tout le secteur. Tout ça. Puis, by the way, en passant sur le boulevard Tachereau, au lieu d'entendre le bruit du boulevard Tachereau dans nos logements à l'arrière, bien, il y a comme des arbres, peut-être, qui vont faire un petit peu d'aide. Tu sais, voyez-vous, ce genre d'approche-là est, oui, radical. Il ne va pas juste pour sauver la chèvre et le chou. Ce n'est pas mon style, vous le savez, comme M. Bergeron le sait. Mais je suis d'approche. On fait mal, mais ça donne un résultat qui est assez innovant et durable dans les 5 années qui vont suivre. C'est un peu... Bien, je vous remercie infiniment. C'est un plaisir. Puis... tu as une question? Oui, si vous permettez, une dernière question. Je reviens à votre vision du corridor. Qu'est-ce qui manque dans la réglementation ou qu'est-ce qui devrait être introduit dans la réglementation pour que ça puisse se réaliser? Parce qu'après ma barre, ça ne me paraît pas incompatible avec la plupart des réglements qui sont... je ne connais pas la réglementation, je ne suis pas urbaniste, je n'ai pas étudié tout ça. J'avoue que quand j'ai entendu la mairesse, j'ai eu une idée, je dis « Ah, wow! » Puis là, j'arrive ici, là, j'ai pas fait le travail des urbanistes, j'ai pas de clients comme eux autres là, pour faire ça. C'est bon. Merci. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Je vous remercie, M. Petron. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Avant de vous libérer, j'aimerais vous rappeler que la vidéo de... je vous libère, ça va, mais je parle à la télé, là. Avant de vous libérer, j'aimerais vous rappeler que la vidéo de ce soir sera déposée dans le dossier documentaire de la démarche sur le site de l'Office au courant de la journée de demain. Vous pouvez quand même, aux citoyens qui sont à l'écran, vous pouvez nous faire parvenir votre opinion encore jusqu'au 28 mars par courriel à info@commercial-oppl.québec, Québec étant écrit au long, par la poste ou en remplissant le formulaire disponible sur le site de l'Office. Vous pouvez aussi répondre au questionnaire en ligne disponible qui sera disponible jusqu'au 28 mars, aussi sur le site de l'Office. Le rapport de la commission devrait être rendu public d'ici la fin du printemps. Toutes les informations qui sont sur le site de l'Office, vous pouvez également vous inscrire à l'infolettre afin de recevoir toutes les informations par courriel. Je remercie le public.
l'équipe de l'Office et les représentants de la Ville de Longueuil et les participants qui se sont déplacés ce soir. On apprécie énormément. Un grand merci et bonne fin de soirée.